La nuit dans le désert était si silencieuse qu'elle semblait respirer d'elle-même, lourde comme l'air avant un orage. Un Nari Firetrace courait comme si le diable lui-même la poursuivait à travers les terres arides de l'Arizona. Chaque inspiration lui brûlait la gorge. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme irrégulier. Sa robe de mariée, puission d'étrie, et des chants prisant de dentelle parisienne et de perles, s'accrochait à chaque buisson épineux, se déchirant jusqu'à traîner derrière elle, comme le fantôme de la vie qu'il venait d'enterrer. Quelques heures plus tôt, j'étais dans une petite chapelle blanche. L'odeur de poussière et de rose épaississait l'air tandis que j'écoutais Dravenstone réciter ses vœux d'une voix aussi morte que la pierre. Ce n'était pas de l'amour. C'était une transaction arrangée par son père, Barack Flintber, un homme qui mesurait l'affection en or et en accord. Sa mère, Celia Moonrise, avait passé des années à la façonner pour en faire un ornement parfait, lui apprenant quand sourire, comment incliner la tête et, surtout, à ne jamais contredire un homme. Maintenant, tout avait disparu. Les lanternes de Boston, les leçons de piano, les soies et les corsets. Elle n'était plus qu'une fugitive aux pieds nus, saignant sur le sable, le vent déchirant le peu qui restait de sa robe. Quelque part derrière elle, les cavaliers criaient, leur voix résonnant entre les canons comme des tambours de guerre fantomatiques. J'avais calculé correctement le temps passé à l'hôtel. 3 heures. C'était le temps qu'il faudrait aux hommes de son père pour la retrouver et la ramener vers l'homme qu'elle ne pourrait jamais aimer. La frontière de l'Arizona n'était pas faite pour une femme comme elle. C'était un territoire rude et impitoyable, un endroit qui dévorait les faibles et les gâtés. Mais Anari courut quand même, sa volonté endurcie par le désespoir. Puis, l'odeur de la fumée l'arrêta dans sa course. Il grimpa sur une crête en haletant, et ce qu'il vit en contrebas lui coupa presque le souffle. Un campement apache occupait le fond du canyon. Des dizaines de feux de joie brillaient comme des étoiles tombées du ciel, leur fumée s'élevant en spirale dans la nuit. Les tentes en toile étaient renforcées de fourrures et de motifs en perles qui scintillaient sous la lune. Les chevaux reniflèrent nerveusement, leurs crinières reflétant la lumière argentée de la nuit. Des hommes se déplaçaient parmi les grands feux réguliers, leurs corps peints de cendres et d'ocre avec une précision dangereuse. C'étaient des guerriers, des hommes nés de cette terre, des hommes qui portaient le désert dans leur sang. Anari avait lu des articles à leur sujet dans les journaux de Boston, des histoires qui les qualifiaient de monstres sauvages, de voleurs de femmes, des récits qui terrifiaient la bonne société. Mais là, tremblant sur la crête, il comprit quelque chose que les journaux ne pourraient jamais expliquer. Ces hommes ne ressemblaient pas à des monstres, ils ressemblaient à la vérité même, indomptable, dure et libre. Derrière elle, le bruit d'un casque se rapprochait. Devant eux, l'inconnu brûlait de la lumière du feu. Anari Firetrace prit une dernière inspiration remplie de peur et courut vers les flammes. Il vit le reflet des fusils alignés à côté des feux de joie. Chaque arme était placée avec une précision presque rituelle. Tout dans cet endroit respirait la discipline, le danger et un objectif mortel. L'instinct d'Anari lui criait de faire demi-tour et d'affronter une mort lente par déshydratation, plutôt que la mort rapide qu'elle risquait de trouver parmi ces flammes. Ces histoires la hantaient depuis son enfance. Elle les avait lues en tremblant dans le bureau de Barack Flintber, des papiers remplis de récits de brutalité, de raids et de femmes arrachées à leur foyer pour ne plus jamais être revues. Sa mère, Celia Moonrise, s'était un jour évanouie lors d'un dîner, alors que quelqu'un racontait l'une de ces histoires tandis que les dames agitaient leurs éventails en murmurant à propos de barbarie. Mais à présent, le bruit des sabots et les ordres criés derrière elle ne lui laissaient plus le choix. Pour les soldats qui la poursuivaient, elle n'était pas une femme. Ils ne voyaient qu'un bien perdu, une fugitive qui appartenait à Dravenstone et qui devait être récupérée avec obéissance et précision. Sa persécution ne venait pas de la cruauté, mais de la conviction, ce genre de certitude qui fait que les hommes se sentent vertueux, même lorsqu'ils commettent l'impardonnable. Anari prit sa décision, une décision qui allait changer son destin à jamais. Il courut vers le feu. Les gardes à la lisière du camp la virent immédiatement. Des hommes aux longs cheveux noirs attachés avec des lanières de cuir et des plumes qui reflétaient la lumière lorsqu'ils bougeaient. Leurs torses étaient peints de cendres et d'ocre, symbole de guerre et d'avertissement.
Ils émergèrent de l'obscurité comme s'ils avaient été sculptés dans la roche elle-même, leurs fusils brandis haut, leur présence aussi silencieuse que menaçante. Malgré cela, elle ne s'arrêta pas. Je ne pouvais pas. Il se fraya un chemin parmi eux comme un esprit fuyant l'enfer. Sa robe en lambeaux fouettait l'air derrière elle, ses trous disparaissant dans le vent. Il courut droit vers le plus grand feu de joie où se tenait un homme immobile, sa silhouette se découpant dans des nuances d'or et de rouge sang. J'attendais. Assis en tailleur devant le feu, il ressemblait moins à un homme qu'à une légende. La lueur mettait en valeur sa peau bronzée, ses muscles marqués par une vie où la faiblesse était une condamnation. Lorsqu'elle se leva, Takmire Stormfang la dominait de toute sa hauteur, chaque ligne de son corps exprimant la force et la domination. La lumière du feu dansait sur les symboles peints sur sa poitrine, des marques qui murmuraient des histoires qu'elle ne pouvait déchiffrer. Ses cheveux tombaient sur ses épaules comme une cascade sombre, ornée de perles turquoises et de plumes qui scintillaient à chaque mouvement. Son visage était tout en angle et en ombre, avec une mâchoire ferme, un nez cassé et mal réparé, et des yeux aussi noirs que l'obsidienne, des yeux qui voyaient tout. Autour de sa taille pendait une ceinture en cuir avec des plaques métalliques, et un collier de turquoise et d'os brillait comme un morceau de ciel sacré. Ce n'était pas un guerrier ordinaire. Il possédait le calme du commandement, celui qui ne s'acquiert pas à la naissance, mais qui s'apprend. C'était beau d'une manière qui était troublante, beau comme le bord d'une tempête. Quand il souriait, c'était lentement, délibérément, dangereusement. Tout pouvait arriver. Sa voix était grave, parfaitement mesurée, un anglais teinté d'un accent étrange qui rendait chaque mot à la fois plus doux et plus tranchant. Les coins de ses lèvres laissaient deviner un amusement discret, comme si elle venait de lui proposer l'accord le plus inhabituel de sa vie. « Oui », murmura Henry Firetrace, tremblant non seulement d'épuisement ou de peur, mais aussi d'une nouvelle chaleur qu'elle ne comprenait pas et ne voulait pas comprendre. Les guerriers Apaches les encerclèrent, armes levées, prêts à attaquer, mais Takmire Stormfang leva la main. Un geste si précis, si naturel, que les hommes s'arrêtèrent immédiatement, comme si même le vent avait cessé de souffler. Il n'y avait ni ordre ni menace, juste une autorité qui n'avait pas besoin d'explication. « Je m'appelle Takmire Stormfang », dit-il en s'avançant avec une élégance fluide. Sa voix dégageait un étrange mélange de curiosité et de danger. « Et qui êtes-vous » Anari, parvint-elle à murmurer, sa voix si faible qu'elle atteignait à peine le feu. « Anari » répéta-t-il, savourant ce nom comme s'il s'agissait d'un cadeau, un nom digne d'une reine. Puis il inclina la tête. « Dis-moi, tu t'enfuis » Le tonnerre des chevaux déchira la nuit derrière eux, rebondissant sur les parois du canyon, et un coup de feu transperça l'air froid et vif. Le cœur d'Anari fit un bond et lui monta à la gorge. Pendant un instant, elle ne sut pas s'il effrayait davantage les soldats qui la poursuivaient ou l'homme qui se tenait devant elle. Tous les instincts de son corps lui criaient de s'enfuir. Mais avant qu'elle n'ait pu bouger, Taser Stormfang fit un pas et l'enveloppa d'un mouvement aussi rapide que fluide, ses bras encerclant sa taille, la tirant contre lui avec une aisance qui lui coupa le souffle. Il la conduisit vers la plus grande tente, et lorsque la lourde toile tomba derrière eux, ce fut comme si le monde extérieur s'était assombri. Dehors, les coupes de feu continuaient, mais ils étaient loin, étouffés, comme le tonnerre perdu dans les montagnes. L'air à l'intérieur était lourd, imprégné d'une odeur de sauge et de cuir dense et rassurant. Des couvertures tissées dans des tons ocre et rouge foncé recouvraient les murs, et des peaux de puma et d'ours moelleuses tapissaient le sol. Un brasero en argile contenait un feu dont les ombres agitées dansaient sur sa peau. Des armes étaient alignées sur un côté de la tente. Des arcs, des fusils et des couteaux en os, disposés avec une précision presque sacrée. Dans un coin se trouvait un lit fait de couvertures épaisses et de peau, étonnamment confortable dans ce monde fait pour les guerriers. Takmire se tourna vers elle, la voix basse et, à sa grande surprise, tendre. « Chut » murmura-t-il d'un ton suffisamment doux pour faire cesser les tremblements de son corps. « Ne fais pas de bruit. » Il la couvrit d'une couverture tissée, la plaçant dans une zone où la lumière du feu ne pouvait l'atteindre, où les ombres pouvaient la cacher. Son corps protégeait complètement le sien. Dehors, le chaos régnait. Elle pouvait entendre les soldats descendre de cheval, leur voix dure.
Les ordres des officiers résonnaient avec le cliquetis métallique des fusils prêts à tirer. Elle se blottit contre lui, ses mains tremblantes contre la dureté de ses épaules. Sa peau était chaude sous ses paumes, et son pouls était régulier, calme, comme si rien ne pouvait le perturber. « Qu'as-tu fait ?» demanda Takmir, d'une voix calme mais tranchante comme une lame. « Pourquoi t'a-t-on marié comme un animal? Tu ne sens pas la culpabilité. » La voix d'Anari se brisa lorsqu'elle répondit, le souffle court. « Mon père, il a arrangé un mariage avec un homme que je ne pourrais jamais aimer. Je ne pouvais pas me marier. » Le ton de Takmir s'assombrit, teinté d'une sombre ironie et d'autres choses, peut-être de la compréhension. « Tu t'es enfui d'un mariage pour te retrouver dans un camp. Je sais ce que les gens disent de toi, » murmura-t-il. « Les femmes de ma ville racontent des histoires pour effrayer leurs filles et les pousser à l'obéissance. Et pourtant, tu es venu. » Sa voix s'adoucit, devenant dangereuse. « Oui, dit-elle, parce qu'une cage, aussi dorée soit-elle, reste une cage. Je préfère mourir libre plutôt que de vivre comme un objet. » Les bruits à l'extérieur s'intensifièrent. Des chevaux encerclaient le camp. Des ordres en anglais résonnaient comme des coups. Les soldats exigeaient que la mariée en fuite leur soit livrée, invoquant la loi fédérale. Le ton en disait long. Mépris, arrogance, certitude des hommes qui croyaient que la terre et ses habitants leur appartenaient. Takmir ne bougea pas. Il serra Nari contre lui, une main posée fermement sur sa taille. Son regard resta fixé sur la toile, comme s'il pouvait voir à travers. Lorsqu'il parla, sa voix était aiguë, mais toujours calme. « La cavalerie de Fort Bucca, » murmura-t-il. « Ils se prennent pour des rois parce qu'ils portent un uniforme. Ils confondent pouvoir et droit, comme des enfants qui jouent avec le feu. » La voix d'Anari était faible, fragile. « Tu vas me livrer à eux. » Pendant un instant, il ne répondit pas. La lueur du feu projetait des reflets dorés et des ombres sur son visage. Puis, lentement, il écarta une mèche de cheveux de sa joue, son geste si doux qu'elle en eut le souffle coupé. « Non, dit-il finalement, d'un ton qui tenait de la promesse. « Je n'en ai pas l'intention. » Une rafale de coupe de feu à l'extérieur la fit sursauter et elle enfouit son visage dans sa poitrine. Son cœur continua de battre au même rythme. Il était toujours lent, régulier comme la terre elle-même. « Les soldats ne s'arrêteront pas, » murmura-t-il, sa voix vibrant sous son oreille. « Ton père ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas toi qui es en cause, mais ce que tu représentes, la défiance. » « Je sais. Et quand ils reviendront, dit-elle en levant le visage vers lui. Dans les yeux de Takmir, elle vit tout ce qu'on lui avait appris à craindre, la sauvagerie, le danger, le pouvoir et autre chose, quelque chose qui faisait appel à la partie d'elle-même qui n'avait jamais appartenu à personne. Elle déglutit. « Tu m'as demandé si j'étais sincère. Quand j'ai dit que je te donnerais tout, dit-il d'une voix calme, que veux-tu de moi? » La main de Takmir Stormfang suivit la ligne de sa mâchoire, un geste à la fois respectueux et possessif. Sa voix était si basse qu'elle semblait vibrer en elle. C'est ce qu'il murmura, les yeux fixés sur les siens. C'est une question qui a trop de réponses pour Nari. Dehors, les coups de feu rompirent à nouveau le silence, rebondissant sur les parois du canyon en rafales courtes et violentes. Des guerriers apaches ripostèrent avec la même intensité. Ces tirs étaient précis, mesurés, typiques d'un homme qui avait grandi dans la guerre. Cependant, à l'intérieur de la boutique enveloppée par la lumière vacillante du feu, Anari Firetrace avait l'impression d'être dans un autre monde. Ses doigts se crispèrent sur les épaules de Takmir, sentant la dureté des muscles sous ses paumes. La chaleur de sa peau était la seule chose qui la maintenait ancrée dans la réalité. « Alors apprends-moi, » murmura-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Prends-moi ce que signifie être libre. » Les yeux de Takmir brûlaient comme des braises attisées par le vent. Ce regard aurait dû l'effrayer, mais ce ne fut pas le cas. Il alluma quelque chose en elle, quelque chose de sauvage et d'impulsif. Il pencha son front jusqu'à ce que son souffle chaud, mêlé de fumée et de sauge, effleure le sien. « Je le ferai, » répondit-il. Ces mots pesaient comme une promesse, chargés de danger et de quelque chose de plus profond. « Je t'apprendrai beaucoup de choses, petite mariée en fuite. Ce que c'est que de choisir son propre chemin, ce que c'est que d'être désiré et non possédé. Mais d'abord, nous devons survivre à cette nuit. »
Dehors, le chaos montait et descendait comme une vague jusqu'à ce qu'il commence à se dissiper. La cavalerie battait en retraite, repoussée par des hommes qui ne connaissaient pas le mot capitulation. À l'intérieur, Anari comprit qu'elle ne choisissait plus entre la sécurité et le risque. Elle choisissait entre deux vies, l'une froide et prévisible, écrite par Barack Flinder, et l'autre brûlante comme le soleil du désert, féroce et incertaine. Vivante, elle se pencha vers Tagmir, son corps solide comme un roc, sa présence immuable au milieu du chaos du monde. Ses bras l'enveloppèrent, protecteurs et possessifs à la fois, et elle pouvait sentir le calme de sa respiration régulière et profonde, comme le pouls de la terre. « Je ne les laisserai pas t'emmener », murmura-t-il contre ses cheveux. « Pas ce soir, jamais, si c'est ce que tu veux. » Pourquoi? Sa voix se brisa. « Tu ne me connais même pas. » Il leva le menton, la forçant à le regarder. « Tu es venu vers moi alors que tu aurais pu courir dans n'importe quelle direction. Tu as choisi mon feu plutôt que les ténèbres. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Dehors, les coups de feu s'estompèrent dans un silence pesant. Anari resta pressé contre lui, son corps tremblant encore d'une étrange euphorie qui la parcourait. Des heures ou des minutes passèrent, elle ne savait plus. Il n'y avait que le battement régulier sous son oreille, l'odeur du cuir et de la fumée qui enveloppait l'air entre eux. Finalement, Tagmir parla, d'un ton calme et assuré. Ils sont partis. Pour l'instant, ils reviendront avec plus d'hommes, plus d'arrogance, plus de certitude qu'ils peuvent soumettre ce qu'ils ne comprennent pas. Mais ce soir, elle regarda vers l'entrée de la tente, les yeux brillants dans la pénombre. « Cette nuit est à nous. » Anari leva la tête. À la lueur du brasero, elle vit un changement sur son visage, une ombre de tension, une faim réprimée. Son souffle se bloqua dans sa gorge. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» murmura-t-elle. « Vous auriez pu me dénoncer et vous protéger, vous et votre peuple. » La main de Tagmir glissa sur sa joue, traçant le contour de son visage avec une délicatesse presque impossible. « Parce qu'à partir du moment où tu es entré dans ma tente, tu es devenu ma responsabilité. Chez mon peuple, c'est sacré. Refuser l'asile, c'est renier l'honneur, et sans honneur, nous ne valons pas mieux que ceux qui te traquent. » Elle baissa la voix. « Mais je ne suis pas de ton peuple. » Il ne le admit pas, sans détourner le regard. « Tu n'es pas de mon peuple, mais tu n'es pas non plus des leurs. Tu as déjà choisi ta voie quand tu t'es enfui. Tu l'as scellée en venant vers moi. » Quelque chose remua en elle, une certitude qui la transperça complètement. Elle ne pourrait jamais être ce qu'elle était autrefois. Elle n'était plus la fille du marchand de Boston, ni la fiancée dévouée destinée à Dravenstone. Ce qu'elle était maintenant était brut, terrifiant et entièrement à lui. « Mon père n'acceptera jamais cela, » murmura-t-elle. « Il viendra me chercher. Il viendra te chercher. » Tagmir esquissa un léger sourire, dépourvu de toute trace d'humour. « Ton père est un homme de chiffres et de contrats de profits et pertes, mais il ne connaît pas cette terre. Il ne comprend pas le vent, les montagnes, ni moi. » Il effleura ses lèvres du pouce. « On ne peut maîtriser ce qu'on ne comprend pas. Et ce désert, ajouta-t-il d'une voix grave comme le tonnerre, n'appartient à personne. »« C'est sa faiblesse, » dit Tagmir en se levant d'un mouvement fluide. Il relâcha le visage d'Anari et se leva, chaque mouvement étant précis et sans précipitation. Il traversa la tente et prit d'un vêtement plié sur l'un des poteaux, une robe apache traditionnelle douce, comme un soupir, faite de cuir tanné et ornée de perles qui brillaient comme des étoiles du désert. Il tourna son regard vers elle, ferme mais rempli d'une étrange tendresse. « Tu ne peux pas continuer à porter cette robe, » dit-il calmement. « Elle appartient à une autre vie. Elle te marque comme quelque chose que tu n'es plus, un symbole du monde qui te hante. Prends-la, Anari, » dit Tagmir. « Enfile-la. Entre dans mon monde ou retourne dans le tien. Mais décide maintenant, en sachant ce que cette décision signifie vraiment. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle accepta la robe. La soie de sa robe de mariée, qui lui avait autrefois semblé élégante, lui paraissait désormais obscène, comme si elle portait des chaînes tissées de mensonges. Il lui tourna le dos et commença à la déboutonner une à une, écoutant le doux bruissement du tissu tombant sur le sol comme s'il se débarrassait de toute une vie. Pendant un instant, elle resta en sous-vêtements, sentant l'air frais courir sur sa peau nue, la laissant vulnérable, mais libre. La robe apache était différente, chaude et vibrante,
faite pour accompagner le mouvement, et non pour l'emprisonner. Elle vit son reflet dans un bol en métal poli et se reconnut à peine. Ses cheveux tombaient en vagues indomptées. Son visage rayonnait de chaleur et de défi. Elle ne ressemblait plus à la fille obéissante d'un marchand. Elle semblait vivante. « Tu es magnifique », murmura Takmir d'une voix basse et respectueuse. « Mais tu l'étais déjà avant. La différence, c'est que maintenant, ton apparence reflète enfin ce que j'ai toujours vu en toi. » Lorsqu'elle se tourna vers lui, l'intensité de son regard lui coupa presque le souffle. Il la regardait comme si rien d'autre n'existait, comme si tout le désert pouvait brûler, et il ne s'en rendrait pas compte tant qu'elle serait là, devant lui. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-il dans un murmure. « Maintenant, dit-il en s'approchant, nous attendons l'aube, et quand elle viendra, tu décideras de ton chemin. » Sa main encercla sa taille, l'attirant vers lui jusqu'à ce qu'elle sente la chaleur de son corps. « Mais d'abord, j'ai besoin de savoir si ton choix était sincère, si tu es venu vers moi par conviction ou par peur. » Il lui releva le menton, la forçant à le regarder directement. Sa proximité fit battre son cœur à tout rompre. L'odeur du cuir de vermicelle, de la fumée et de la terre l'enveloppait comme une étreinte. « Je ne le regrette pas, » murmura Anari. « Pas un seul instant. » Le baiser qui suivit ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu auparavant. Le geste de Dravenstone à l'hôtel avait été froid et cérémonieux, plus un contrat qu'un geste humain. Celui de Takmir était de feu, vent, une vie exigeante mais dévouée, patiente mais dévorante. Ses lèvres se posèrent sur les siennes comme s'il la découvrait, comme s'il la lisait, comme s'il la revendiquait. Anari s'accrocha à lui, enfonçant ses doigts dans ses cheveux, sentant son propre cœur battre contre la poitrine de Takmir, comme s'il voulait s'échapper. Quand il recula, ils haletaient tous les deux. « Nous devons parler, » murmura-t-il d'une voix rauque et lourde d'un désir à peine contenu. « Il y a des choses que tu dois savoir si tu décides de rester. » Ils s'installèrent sur les fourrures près du brasero qui s'éteignait lentement, enveloppés d'une lumière chaude qui semblait les protéger de tout ce qui se trouvait à l'extérieur. Anari s'appuya sur son épaule, sentant son bras l'entourer d'un calme protecteur. Le monde extérieur disparut. Les coupes de feu, la poursuite, le procès. « Parle-moi de toi, Anari, » dit Takmir, « de ta vie avant, de ce mariage qu'ils ont essayé de te forcer à accepter. » Et elle lui parla de Boston, de son élégance froide, des règles rigides et des attentes des autres. Il lui parla des enseignements de Celia Moonrise, de l'obsession de Barack Flint Bear pour les pactes et les profits. Il lui parla de Dravenstone qu'il n'avait vu que 2 fois avant les fiançailles. Un homme qui parlait plus de guerre et de chevaux que de rêves ou d'affection. « Ils ne m'ont jamais demandé ce que je voulais, » avoua-t-elle avec amertume. « Ils m'ont simplement placé là où cela leur convenait, comme n'importe quel meuble. » Takmir écouta sans l'interrompre, ses yeux sombres fixés sur elle. Parfois, son doigt traçait de petits cercles sur le bras d'Anari. Un geste simple, mais qui la réconfortait. Lorsqu'elle eut terminé, il parla doucement. « Chez mon peuple, un homme doit mériter le droit de marcher aux côtés d'une femme. Il doit prouver sa force, son honneur, son cœur. Une femme est un objet qui s'échange. Elle est la racine d'où naît la vie. Sans elle, le monde d'un homme se transforme en poussière. « Et c'est ce que tu veux ?» demanda-t-elle, incertaine. « Réclame-moi. » Il approcha sa main de son visage, caressant sa peau avec son pouce. « Je veux savoir si tu peux vivre dans un monde qui ne se plie pas pour plaire. Je veux savoir si tu affronteras la cruauté du désert tout en continuant à voir sa beauté. Je veux savoir si tu marcheras à mes côtés, non pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu le choisis. » Anari soutint son regard sans détourner les yeux. J'aurais pu courir seul dans le désert. J'aurais pu me cacher ou retourner vers ce que je connaissais. Mais je suis venu vers ton feu parce que quelque chose en moi a reconnu quelque chose en toi. Parce que pour la première fois, je voulais quelque chose qui m'appartienne vraiment. Takmir l'embrassa à nouveau, cette fois plus doucement, plus lentement, plus intimement, comme un lien plutôt qu'une explosion passionnée. Lorsqu'ils se séparèrent, elle posa son front sur sa poitrine, écoutant ce battement de cœur régulier qui semblait marquer son destin. Dehors, le désert était devenu silencieux. Quelque chose de beaucoup plus puissant s'agitait à l'intérieur, quelque chose que ni la loi, ni la famille, ni la peur ne pouvaient défaire.
La nuit se poursuivit au milieu de mots chuchotés et de silences qui valaient autant que des vœux. Et Anari comprit une nouvelle vérité. Tegmir Stormfang n'était pas seulement un guerrier ou un chef, il était bien plus que cela. Il était l'homme qui lui avait appris que la liberté, comme l'amour, était quelque chose pour lequel on pouvait verser son sang et renaître. Et dans ces heures silencieuses avant l'aube, Tegmir découvrit quelque chose à propos d'Anari Firetrace. Sous la soie fine et les manières rigides de Boston se cachait une femme au tempérament d'acier, un esprit qui, bien qu'autrefois emprisonné par la peur et les règles, brûlait désormais d'une rébellion que personne ne pouvait contenir. Lorsque les premières lueurs dorées du matin percèrent la toile de la tente, la peignant de rose, Art Takmir la serra dans ses bras. Ses lèvres effleurèrent ses cheveux tandis qu'il murmurait quelque chose qui ressemblait à un serment, presque une prière. « Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle, je ne les laisserai pas t'enlever. Je le jure par le désert, par le vent et par tout ce que mon peuple considère comme sacré. » Le camp commençait à s'éveiller. Des voix basses, des reniflements de chevaux. Le crépitement des feux de camp rallumés emplissait l'air. Anari savait que ce calme était temporaire. Très bientôt, le monde que son père revendiquait, la cavalerie, toute la machine du monde blanc viendrait à nouveau la chercher. Mais pour l'instant, alors que le soleil s'étirait sur le sable, il laissait son âme habiter cet espace bref entre ce qui était et ce qui pourrait être. Piégé entre deux mondes, n'appartenant complètement à aucun des deux, mais ancré à cet instant et à lui. Au-delà de la crête, la cavalerie réorganisait déjà ses rangs. Et loin au sud, Barack Flint Bear chevauchait vers le nord, la fureur condensée dans sa poitrine, déterminée à récupérer sa fille et à rétablir son idée de l'ordre. Elle ne comprenait toujours pas que le monde avait déjà changé, que sa fille avait franchi une frontière invisible d'où elle ne reviendrait jamais. Qu'une mariée en fuite et un chef apache avaient trouvé quelque chose d'interdit, mais d'inévitable. Si vous avez déjà ressenti ne serait-ce qu'une étincelle du courage d'Anari, cette impulsion à choisir la liberté plutôt que la peur, alors vous connaissez déjà l'essence de cette histoire. C'est la rébellion du cœur humain, l'acte sauvage et impossible de se choisir soi-même. C'est pourquoi nous racontons cette histoire, pour tous ceux qui croient que l'amour ne doit jamais s'incliner devant le pouvoir. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous faites déjà partie de cette histoire. Restez, abonnez-vous et laissez le feu continuer à brûler. Parce que des histoires comme celle-ci, des histoires où l'amour défie les empires, ont de l'importance. À midi, les explorateurs étaient de retour. Leurs chevaux étaient couverts d'écume, leurs visages durcis par l'urgence. Takmir les accueillit au centre du camp, avec sa sérénité habituelle, mais avec des yeux aussi perçants que l'obsidienne. Anari observait nerveusement depuis l'entrée du magasin, toujours enveloppé dans ce vêtement en cuir souple qui lui semblait déjà être une seconde peau. Je ne comprenais que des fragments de la langue apache, mais le ton suffisait à traduire l'inquiétude, l'agitation, le danger. Des mots comme « Fort d'Otsekes ». Les bruits de pas des canons flottaient dans l'air. Les soldats n'avaient pas fui. Ils s'étaient regroupés. Des renforts arrivaient. La poursuite se transformait en siège. Lorsque les explorateurs se retirèrent, le regard de Takmir balaya le camp et finit par se fixer sur elle. « Ton père est arrivé », dit-il sans dramatiser. Son ton était calme, mais sous ce calme, les rouages du stratège tournaient. Il arrive avec 20 soldats. Son message à la cavalerie est clair. S'il ne te ramène pas dans 2 jours, il paiera d'autres personnes pour le faire. Anari eut le souffle coupé. Il est là, Takmir. Il acquiesça. À 8 kilomètres au sud. Il essaiera d'abord de négocier avec de l'argent, des menaces, les armes habituelles de son monde. Et quand cela échouera, il aura recours à la force. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. Il lui prit la main, la fermeté de son étreinte la retenant comme un pieu contre la tempête. « Je ferai ce qui doit être fait. Mais d'abord, Anari, tu dois me dire ce que tu veux. Pas ton père, pas ce que je pourrais vouloir. Toi. » La question la transperça comme une feuille douce enveloppée de soie. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Dans le monde de Barack Flint Bear, ses désirs n'avaient aucune importance. Dans celui de Dravenstone, ils étaient un obstacle. Même ici, au milieu de cette liberté sauvage, elle avait pensé que le choix lui serait retiré tôt ou tard. « Je ne sais pas, murmura-t-elle.
Je sais que je ne veux pas repartir. Je ne veux être la femme de personne. Je ne veux pas de Boston ni de ses cages brillantes. Mais au-delà, il secoua la tête. Je ne suis pas sûr de vouloir le faire. Takmir l'emmena à l'intérieur du magasin. Ils s'assirent sur les pots. Le camp vibrait autour de lui. Les chevaux bougeaient, les armes étaient vérifiées, les mères rassemblèrent leurs enfants. L'air avait le goût de la guerre, inévitable et proche. Mais à l'intérieur, dans le petit abri où la lumière de l'aube filtrait à travers les coutures, la voix de Takmir s'adoucit. « Alors commence par là, dit-il, parce que tu sais ce que tu ne veux pas. Nous trouverons le reste ensemble. » Dehors, le vent transportait des brides des préparatifs, le murmure avant l'épreuve. À l'intérieur, une femme qui avait autrefois vécu liée par le devoir commençait à ressentir le poids et la puissance de sa propre volonté. « Il y a 3 chemins devant nous, dit Takmir Stormfang, tenant toujours la main d'Anari Firetrace. Sa voix avait la gravité de celui qui avait guidé d'autres personnes à travers les tempêtes et connaissait le véritable prix de chaque pas. La première, continua-t-il, consiste à te ramener à ton père. Il paiera généreusement. La cavalerie qualifiera cela de paix fragile et temporaire, mais elle s'installera et mon peuple bénéficiera d'un répit, aussi bref soit-il. Et ensuite, je retournerai dans ton monde, murmura Anari Firetrace d'une voix à peine audible, et je retournerai dans une cage. Oui, admet Takmir Storfan avec une sincérité sereine, mais ce serait une cage sécurisée. Tu serais rendu à Barack Flinber, et il arrangerait ton mariage. Peut-être avec Dravenstone, peut-être avec quelqu'un d'autre. Tu aurais le confort, la stabilité et un avenir tout tracé. Elle baissa les yeux, sentant son pouls battre comme le tonnerre sous sa peau. Un avenir qui ne signifie rien. Exactement. Il répondit sans détourner le regard. Et la deuxième voix? Demanda-t-elle. Les yeux sombres de Takmir se tournèrent vers l'horizon, comme s'il pouvait lire ce qui allait arriver à des kilomètres de distance. Toi et moi disparaîtrions dans le désert, dit-il doucement. Il y a des canyons et des grottes où aucun soldat ne pourrait nous trouver. Nous pourrions nous cacher, vivre hors de leur portée, dans le silence. Mais cela te coûterait tout. Ta famille te pleurerait comme si tu étais morte. Les soldats ne cesseraient jamais leur recherche. Nous vivrions dans l'ombre, jamais complètement libres, toujours persécutés. Anari sentit sa poitrine se serrer. L'idée de se perdre dans cette immensité avec lui était enivrante, la liberté déguisée en fuite, mais je commençais à comprendre que toute liberté n'est pas une véritable liberté. Certaines ne sont qu'une autre forme d'exil. Et le troisième demanda, la gorge serrée. Takmir resta silencieux pendant un long moment. Il la regarda comme quelqu'un qui pèse toute une âme sur une balance invisible. Le troisième dit, « Enfin, c'est le plus difficile. Cela signifie que tu arrêtes de fuir. Cela signifie que tu affrontes ton père et le monde blanc qu'il a construit et que tu les défies. Cela signifie rester ici non pas comme un invité caché, mais comme l'une des nôtres. Cela signifie se tenir aux côtés de mon peuple et accepter tout ce que ce choix implique. » Anari déglutit. « Et cela s'accompagne d'une guerre. » Takmir ne modéra pas sa réponse. « Ton père considérera ta présence ici comme un affront qui exige du sang. La cavalerie qualifiera cela de rébellion, et mon peuple en paiera le prix par le feu et l'acier. Nous pourrions perdre nos terres, nos vies, tout ce que nous sommes. » Le poids de cette réalité s'abattit sur elle comme la chaleur torride de midi. Jusqu'à ce moment, elle avait considéré sa fuite comme un acte personnel, une liberté pour elle-même. Mais Takmir lui montrait une vérité plus profonde. Toute rébellion a des répercussions, et celle-ci affecte toujours les autres. Mais, ajouta-t-il en caressant le dos de sa main avec son pouce, tu choisirais aussi la vérité. Choisir quelque chose d'authentique, construire une vie qui a du sens, peut-être même faire tes preuves à nous deux. On peut choisir entre plusieurs mondes, même si les lois disent le contraire. Anari eut un rire crispé. Cela ressemble à une révolution. Les lèvres de Takmir s'incurvèrent légèrement, mais son regard resta grave. Et ce n'est pas ce que tu es devenu en t'enfuyant. À l'instant où tu t'es échappé de cette chapelle, tu as déclenché une révolution. La question est de savoir si tu vas la mener à bien ou faire demi-tour maintenant. Avant qu'il n'ait pu répondre, un éclat de voix déchira l'air. Un mouvement brusque à la lisière du camp. Takmir se redressa d'un coup, tous ses muscles tendus comme un arc. Il posa une main ferme sur son épaule. « Reste ici. Quoi qu'il arrive, ne sors pas. »
Mais Anari Firetrace n'avait jamais été doué pour obéir. Il attendit seulement que la bâche se referme derrière lui avant de se glisser silencieusement dans l'ombre, aussi loin qu'il pouvait voir sans être vu. Son souffle se bloqua dans sa gorge. À l'autre bout du camp se tenait son père, Barack Flinber, entouré de cavaliers. La frontière invisible entre eux et les Apaches était aussi rigide que si elle avait été tracée avec du sang ancien. Il semblait plus petit que dans ses souvenirs. Ou peut-être était celle qui avait changé. Sa robe orientale élégante était couverte de poussière, le tissu raide et déplacé dans cette terre hostile. Son visage était un point serré de colère. À côté d'elle, monté avec un sang-froid impeccable, se trouvait Driven Stonehorn, resplendissant dans son uniforme, les bottes cirées, le regard froid. « Je suis venu chercher ma fille », tonna Barack. Sa voix déchira l'air avec l'autorité d'un homme à qui on n'avait jamais dit non. Elle a été enlevée par des forces hostiles. J'exige qu'elle me soit rendue immédiatement, sinon j'autoriserai une attaque contre ce camp. Takmir se tenait devant lui en silence, laissant l'écho de ses mots mourir dans ce sol. Son calme déstabilisait même les soldats. Lorsque Barack prit une inspiration pour continuer, Takmir prit la parole. Son anglais était parfait, aussi fluide qu'une pierre polie par la rivière. « Votre fille n'est pas prisonnière. Elle est venue chez nous de son plein gré. Elle cherchait à fuir une vie elle n'a pas choisi. Chez mon peuple, les femmes ne sont pas échangées comme des objets. Elles ne sont pas liées par des promesses faites dans leur dos. Elles sont libres de se libérer de leurs chaînes, même si celles-ci sont en or. » Le désert plongea dans un silence absolu, et pour la première fois depuis les ombres, Inari Firetrace vit le pouvoir de son père vaciller. Le visage de Barack Flinber devint violet de rage. « C'est ma fille, rugit-il, ma responsabilité légale. Une femme incapable de prendre ses propres décisions. Sa volonté n'a aucune importance. » Barack Flinber cracha ces mots en levant le menton avec cet air de domination qu'il avait toujours utilisé comme bouclier. « Je vous offre 1000 $ en or pour qu'elle se rende et la promesse que l'armée quittera ce camp en paix. Acceptez l'offre ou subissez les conséquences. » La voix de Takmir Stormfang était un murmure aussi ferme qu'un rocher immobile au milieu d'une rivière. « Et quelles seraient ces conséquences? Je vous exterminerai si nécessaire, » grogna-t-il avec arrogance. « Mon peuple ne tolérera pas l'enlèvement d'une femme blanche par des sauvages. » Anari Firetrace regarda la main de Takmir descendre lentement et précisément vers le couteau suspendu à sa ceinture. La tension entre eux s'enflamma comme un éclair pris entre deux montagnes. Elle savait avec une certitude absolue que si son père ou Dravenstone faisait un seul faux pas, Takmir verserait le sang sans hésiter. Avant qu'elle ne puisse agir, Anari fit un pas en avant, s'avançant complètement dans la lumière. Le silence tomba comme un lourd linceul. Les guerriers apaches, la cavalerie, même le vent du désert. Tout semblait s'être figé. Son père était pétrifié. D'abord, la stupéfaction apparut sur son visage, puis la fureur, et enfin une peur glaciale. Anar. Sa voix se brisa, mélange de commandement et de supplication. Il tenta d'avancer, mais Jarek Richard Hawk et Corin Wolf Crest se dressèrent entre eux, leurs lances baissées, immobiles comme des statues vivantes sculptées dans la roche. « Que lui as-tu fait, Bramovara ?» en fixant Takmir. « Tu l'as ensorcelé. » Anari se tenait d'entre eux, sa voix claire comme une cloche à l'aube. « Père, je ne suis pas ensorcelé. Je ne suis pas prisonnière. Je suis ici parce que j'ai choisi d'être ici. »« Impossible, » rugit-il. « Tu es une femme, tu ne peux pas choisir. Ce n'est pas dans ta nature. » Quelque chose en Anari se durcit, s'aiguisant comme une flèche bien polie. « C'est là que tu te trompes, » répondit-elle avec un calme tranchant. « Cela a toujours été dans ma nature. Seulement, tu ne m'as jamais laissé le montrer. Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Tu as planifié mon avenir comme un contrat commercial. » Elle leva le menton. « Je préfère mourir sous ce soleil plutôt que de vivre la vie que tu m'as tracée. » Draven Stonehorn se tortillait inconfortablement sur son cheval. « Mademoiselle Firetrace, balbutia-t-il, comprenez ce que vous faites. Votre réputation sera ruinée. Personne dans la haute société. » Anari le fusilla du regard. « Alors je me construirai une vie qui n'aura pas besoin de votre société, une vie façonnée par mes propres choix et non par vos attentes. »
Le visage de Barack Flinber se déforma sous l'effet d'une rage pure. Reviens immédiatement ou je te déshérite. Tu n'auras plus rien, ni héritage, ni terre, ni un seul centime. J'accepte ces conditions, dit-elle simplement, et à sa grande surprise, elle le pensait vraiment. Les yeux de Takmir rencontrèrent son regard sombre et déterminé, rempli d'une fierté sauvage. « Je choisis de rester », déclara Anari. Les lèvres de Barack se serrèrent en une ligne cruelle. « Alors tu n'es pas ma fille. À partir de maintenant, tu es morte à mes yeux et à ceux de tous ceux qui comptent. Si tu quittes ce camp, tu n'auras plus rien, tu ne seras plus rien. » Mais cela ne lui faisait plus mal, car au fond de lui, il comprenait qu'il n'avait jamais été rien pour lui, qu'une ressource, un pion sur l'échiquier de son ambition. Ce qu'il faisait maintenant sous ce ciel brûlant était quelque chose qu'il ne pourrait jamais comprendre. « Alors laisse-moi mourir, murmura-t-il, et laisse cette vieille Nari décrépite être enterrée. Je préfère la femme que je suis en train de devenir. » La main de Takmir serra fermement la sienne avec assurance. Barack les regardait, pâle de rage. Drevin détourna le regard, mal à l'aise. Takmir parla à voix basse, mais avec la force du tonnerre. « Prends tes hommes et pars. La femme que tu cherchais n'est plus là. A choisi une nouvelle voie. Acceptez-le et retirez-vous ou vous me forcerez à agir. Mais si vous le faites, je vous assure qu'aucun d'entre vous ne quittera ce canyon vivant. » Il ne cria pas. Ce n'était pas nécessaire. La vérité dans ces mots suffisait. Même les soldats le ressentirent. Un frisson parcourut toute la ligne. Après un silence insupportable, Barack fit brusquement demi-tour avec son cheval. « Gardez-la, cracha-t-il, et quand vous en aurez assez, comme cela arrivera forcément, jetez-la comme la chose cassée qu'elle est. Où allez, capitaine? » Ils s'éloignèrent, soulevant un nuage de poussière, emportant avec eux les derniers vestiges de leur ancienne vie. Lorsque l'écho de leurs sabots s'estompa au loin, Anari se mit à trembler, non pas de peur, mais devant l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Elle avait rompu ses liens, elle avait choisi seule, et elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. Tak s'approcha, enroula ses bras autour de sa taille et posa son menton dans ses cheveux. « Tu es courageuse, murmura-t-il, plus courageuse que beaucoup d'hommes que j'ai vus regarder la mort en face. J'ai peur, avoua-t-elle dans un murmure. C'est ça le vrai courage, dit-il. Ceux qui ne ressentent aucune peur sont imprudents, mais ceux qui tremblent et qui restent fermes malgré tout, ce sont eux dont le monde se souvient. Le camp recommença à respirer, lentement, murmure après murmure. Les chevaux se calmèrent, les feux de camp furent rallumés. Mais tout avait changé. Et Nari Firetrace n'était plus une étrangère ni une invitée. Elle avait choisi son destin devant tout le monde et par ce geste, elle avait été acceptée non pas comme une possession, mais comme un membre du clan. Cet après-midi-là, alors que le soleil se fondait dans des teintes cramoisies, Takmir la conduisit à une petite source cachée parmi les rochers rouges, et là, en silence, il lava la poussière de sa peau, non pas avec un désir charnel, mais avec une profonde dévotion, l'eau scintillant comme un feu baptismal entre eux. Elle emporta les derniers vestiges de la femme qu'elle avait été. Et tandis que les mains de Takmir Stormfang parcouraient doucement ses épaules, Anari sentit quelque chose bouger en elle, s'ouvrir, s'éveiller. La mariée en fuite était morte. À sa place émergeait une nouvelle femme, une femme qui avait affronté son propre monde, l'avait défié et avait choisi de vivre de son propre gré. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Barack Flinber avait quitté le canyon. 3 mois au cours desquels sa fierté s'était brisée sous le soleil brûlant de l'Arizona. 3 mois qui avaient transformé Anari et Firetrace au plus profond d'eux-mêmes. Elle ne rêvait plus en anglais. Ses pensées passaient de cette langue à celle des Apaches. Sa voix portait le rythme du vent du désert. Sa vie avait été façonnée par la cadence d'un peuple qui parlait avec la terre et non au-dessus d'elle. Elle avait appris à travailler le cuir avec patience, à tisser des histoires dans des paniers, à lire le désert comme le faisait le Klein Takmir, à travers le vol des faucons, le murmure du sable, la façon dont l'herbe s'inclinait sous le vent. Mais sa plus grande leçon avait été l'amour. Pas un amour désespéré né du danger et de la rébellion, mais un amour plus calme, plus constant. Un amour fait de silence partagé, de rires autour du feu, de confiance gagnée et rendue. Un amour qui grandissait à chaque lever de soleil, chaque fois qu'ils choisissaient tous deux de rester, de se battre, d'appartenir. Le camp ne la considérait plus comme une étrangère.
Les enfants couraient vers elle en criant « Anari !» et en s'agrippant à ses jupes. Les femmes Amina Mist Willow, Naya Dawn Bloom, Sayuri, River Whisper, Kalira Star Blossom lui apprirent à moudre le maïs, à broder les motifs des ancêtres sur la douce peau de cerf. Certaines murmuraient même qu'une cérémonie allait bientôt avoir lieu, non seulement pour sceller l'union des Apaches, mais aussi pour jeter un pont entre deux mondes qui avaient toujours été ennemis. Mais la paix est fragile, et des hommes comme Keldron Ironshade vivent pour la briser. Il arriva à l'aube, juste au moment où Takmir et plusieurs chasseurs partaient chercher des provisions pour l'hiver. La cavalerie descendit du nord en formation rigide, les fusils brillants, les visages tendus. Ils n'apportèrent aucun drapeau blanc, seulement des documents scellés de l'arrogance du gouvernement. Ces papiers, signés par Senosh Ashwalker, un juge fédéral, déclaraient illégale la colonie Apache, accusée d'abriter une fugitive sous le chef d'accusation d'enlèvement. Un piège calculé. Une excuse pour le gouvernement afin de resserrer son emprise sur la région. Les lettres de son père avaient fonctionné. Keldron Ironshade avait des ordres clairs. Récupérer Anari Firis par des moyens pacifiques si possible, par la force si nécessaire. Elle était près du ruisseau lorsqu'elle les vit. Le reflet du métal, le rythme des sabots, impossible de se tromper. La peur lui monta à la gorge, mais elle ne se figea pas. Elle se retourna, prête à courir, mais des voix l'arrêtèrent. « Mademoiselle Fiery Trace », dit un jeune homme en soulevant respectueusement son chapeau. « Je suis Tenach Swift Strike, lieutenant sous commandement fédéral. J'ai reçu l'ordre de la placer en détention territoriale. Je vous en prie, venez en paix. Elle ne sera pas blessée. » Les excuses dans sa voix ne firent qu'empirer les choses. « Je ne partirai pas, dit Anari. Je ne suis la propriété de personne. Je suis venu de mon plein gré et je resterai de mon plein gré. » Keldron Ironshadzo enfila alors son uniforme immaculé, le visage dur comme la pierre brûlée par le soleil. « Mademoiselle Firetrace, ce n'est pas un débat, » déclara l'officier de police. « Il exige qu'elle retourne auprès de son père. Si elle résiste, elle sera réduite. »« Mon père est à Boston, » répondit-elle d'une voix ferme, même si son cœur battait comme un tambour de guerre. « Et j'ai l'âge légal. Je prends mes propres décisions. Ma place est ici, avec ces gens, avec lui. Je ne partirai pas. » Un éclair glacial traversa les yeux de Keldron. D'un geste brusque, deux soldats mirent un pied à terre et s'avancèrent vers elle avec la même autorité aveugle qu'elle avait fui quelques mois auparavant. Anari s'enfuit. Son cri déchira l'air comme un éclair, un son que Takmir lui avait appris à reconnaître comme un signal d'alarme, annonçant un danger mortel. En quelques secondes, tout le camp fut en ébullition. Jarek Drain Emberclaw et Halvin Dritch émergèrent des buissons, fusils levés, voix tendues, mais Anari savait que cette bataille avait été provoquée par elle. Une fois de plus, leur liberté avait un prix sanglant. Il n'alla pas loin. Un soldat la chargea par derrière, la jetant brutalement à terre. La poussière lui remplit la bouche. L'air s'échappa de ses poumons. Le monde devint un tourbillon de bottes, de cris, de ciel, de douleur. Puis un bruit retentit, comme si le désert lui-même rugissait. À l'entrée du canyon apparut Takmir, imposant et débordant de fureur. Ses guerriers le suivaient, se déplaçant comme une seule ombre, le visage peint, le regard perçant comme du silex. Les soldats se figèrent. Pendant un instant, personne ne respira, puis une nouvelle voix trancha le chaos. Sereine, autoritaire, sans appel, « Libérez cette femme !» Toutes les têtes se tournèrent. Une nouvelle colonne de soldats était arrivée. Ils ne venaient pas avec hostilité, mais avec une autorité qui imposait le silence. À l'avant chevauchait Ottar Windhammer, le général, l'homme qui avait mené pendant des années les campagnes du gouvernement contre les Apaches. Mais cette fois, son fusil n'était pas pointé sur Tagm Stormfang, il était pointé directement sur Keldron Ironhade, le général Windhammer. Keldron bredouilla, devenant rouge comme du fer dans le feu. « J'ai un mandat fédéral qui m'a été confié, » dit Tenno Swift Strike d'un ton sec. « Je sais. » Ottar Windhammer l'interrompit. D'une voix tranchante comme une lame, il sortit un document plié de sa sacoche et le brandit pour que tous puissent le voir. « Et je sais aussi, poursuivit-il, que cet ordre a été obtenu par tromperie, par un homme déterminé à récupérer une fille qui a clairement exprimé ses souhaits.
Le gouverneur territorial Marin Ruth a révoqué l'acte d'accusation ce matin. Le rapport d'enlèvement est annulé. Un silence stupéfait s'abattit sur les troupes. Le soldat qui retenait Nari Firetrace la relâcha immédiatement. Elle se releva en titubant, le cœur battant à tout rompre, et se mit à courir. Takmir la rattrapa en plein élan et l'enlaça, à la fois soulagé et possessif. Elle s'accrocha à lui, tremblante de vie. Le général les observa en silence pendant quelques instants, les yeux mi-clos, comme s'il reconnaissait que ce qu'il voyait là n'était pas un simple défi. C'était la renaissance de quelque chose qu'aucun gouvernement ne pouvait dicter ou écraser. Nari Firetrace avait choisi sa place et le désert avait décidé de la garder. « Comment allez-vous » commença Takmir Stormfang. Mais Ottar Windhammer était déjà en train de descendre de cheval avec des mouvements fermes et mesurés, laissant l'empreinte de ses bottes dans la poussière du canyon avec l'assurance d'un homme habitué à commander. « Il reste encore certains d'entre nous en uniforme, » dit le général, sa voix grave remplissant l'air tendu, nous faisant comprendre que la paix ne se construit pas avec davantage d'effusion de sang. Il s'arrêta. Son regard balaya les soldats, les guerriers apaches, la poussière en suspension entre eux, jusqu'à finalement se poser sur Anari. « Ce que vous avez créé ici tous les deux, » nota-t-il d'un léger geste, ce fragile pont entre deux mondes. C'est exactement le genre de précédent qui pourrait tout changer. Anari cligna des yeux, surprise par la douceur inattendue de son ton. « Votre père a commis de graves erreurs, mademoiselle Firetrace, » continua-t-il. « La première a été d'essayer de la vendre dans un mariage que vous n'avez jamais accepté. La deuxième est de supposer que la loi soutiendrait son droit sur une femme adulte. Et la troisième, la plus dangereuse, est de croire que la ramener de force ne déclencherait pas une guerre dont personne ne sortirait indemne. Pourquoi nous aider ?» demanda Anari à voix basse, son incrédulité évidente. « Vous êtes soldat, vous combattez les Apaches. Je combats l'ignorance, répondit Bourne sans hésiter. Et je sers le peu de raison qui reste. Les guerres ne se gagnent pas uniquement avec des balles. Elles se gagnent lorsque les raisons qui les provoquent sont éradiquées. » Son regard revint vers elle avec une tendresse presque palpable. Si une femme blanche choisit de vivre avec les Apaches de son plein gré, cela en dit plus long que n'importe quel traité. Cela signifie que la coexistence est possible, que nous ne sommes pas condamnés à nous détruire les uns les autres. Puis, il se tourna vers Takmir. « Je vous propose un accord à l'essai d'1 an. Pendant cette période, leur camp ne sera pas harcelé par les patrouilles fédérales. Personne n'essaiera d'emmener Mademoiselle Firetrace. Ils vivront sans ingérence. À la fin de l'année, nous nous reverrons pour décider si la paix est durable. Si c'est le cas, nous l'officialiserons. Sinon, il ne termina pas sa phrase, mais personne n'avait besoin d'explications supplémentaires. Takmir la regarda impassiblement. « Et que voulez-vous en échange? »« Je veux de la retenue, » dit le général sans détour. « Pas d'attaque, pas d'embuscade. Et je veux votre aide pour parler aux autres bandes Apaches. Soyez la preuve que cette terre peut être partagée sans un désert de sang. Ils peuvent promettre cela. » Les yeux de Takmir cherchèrent ceux d'Anari. Elle soutint son regard, lui serrant la main. Aucun mot n'était nécessaire pour comprendre ce qu'il envisageait. Le poids de ce qui était proposé et ce qui pouvait être perdu. Finalement, Takmir prit la parole. « Je peux promettre d'essayer, mais je ne peux pas commander le cœur de chaque homme qui saigne pour ces montagnes. »« C'est suffisant, » répondit Windhammer. « Toute paix commence par quelqu'un qui décide d'essayer. » Et ainsi la tempête se dissipa, non pas par un coup de feu, mais par un accord fragile, improbable, miraculeux. Le général lui-même ordonna à Keldron Ironshade de retourner au fort. Son ton ne laissait aucune place à l'objection. Toute nouvelle tentative de prendre Nari Firetrace serait repoussée, avertit-il, par son propre régiment. Le message se répandit rapidement parmi les soldats et les colons. La femme était désormais sous la protection fédérale. Ironiquement, le seul obstacle entre elle et le gouvernement lui-même était le gouvernement. Lorsque la cavalerie se retira, Nari sentit le monde changer sous ses pieds. Pour la première fois, sa vie ne dépendait plus de la volonté de quiconque, ni de celle de son père, ni de celle de Takmir, ni de celle d'aucune armée. L'avenir s'étendait devant elle comme un horizon sans barrière, un espace libre où chaque pas serait décidé par elle-même. Cet après-midi-là, Takmir l'emmena sur la plus haute falaise du canyon. De là, la terre rouge brillait dans la lumière déclinante du soleil et l'air sentait la sauge et le vent nouveau.
J'ai une question à te poser, dit-il en lui prenant de la main, d'une voix basse mais ferme. Et ta réponse décidera de tout ce qui va suivre, sans pression, sans exigence, seulement la vérité. Le cœur d'Anari se mit à battre à toute vitesse. Je savais déjà ce qu'il allait me demander. Son âme lui murmurait la réponse depuis des semaines. Takmir ouvrit un petit sac en cuir. À l'intérieur, quelque chose reflétait la lumière du couchant. Une bague en argent tressée autour d'une turquoise, fabriquée avec un soin aussi intime que le désert lui-même. Solide, simple, magnifique. Anari dit Takmir Stormfunk, la voix lourde du poids de chaque pas qui les avait menés jusqu'ici. Tu vas m'épouser, non par peur ou pour fuir, non parce que ton père l'a ordonné, ni parce que je l'ai exigé, mais parce que tu me choisis comme je te choisis, parce qu'ensemble, nous pouvons construire quelque chose que nos deux mondes n'auraient jamais imaginé. Anari eut la gorge serrée. Elle ne se rendit compte qu'elle pleurait que lorsqu'il effleura sa joue du pouce, essuyant une larme tremblante. Elle pleurait parce qu'elle était libre, parce que pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui demandait sans lui imposer quoi que ce soit. Oui, murmura-t-elle, à peine audible, mais pleine de certitude. Oui, Takmir, je choisis cette vie et tout ce qui va avec. Takmir glissa la bague à son doigt. Elle lui allait comme si le désert lui-même l'avait forgée pour elle. Puis il l'embrassa lentement en s'inclinant silencieusement, et le monde sembla retenir son souffle. Le canon brillait de reflets dorés et cramoisis, et même le vent portait sa promesse comme un chant sacré. Pendant un instant, même le vieil homme sembla croire que la paix était possible. Le mariage eut lieu 2 semaines plus tard, un rituel unique qu'Arizona n'avait jamais vu auparavant. Elle n'était ni entièrement apache ni entièrement blanche. C'était quelque chose de nouveau, né de 2 cœurs qui avaient déjà défié le monde. Anari Firetrace portait un costume cousu par les femmes de la tribu, et Mina Mist Willow, Naya Dumblum, Sayuri, River Whisper et Calora Starblossom. Les perles brodées racontaient une histoire vivante. Sa fuite, son courage et le désert qu'il avait vu renaître. Les couleurs brillaient au soleil, témoignant de leur parcours. Tagmire Stormfang se tenait d'imposant à ses côtés, des plumes d'aigle dans ses cheveux tressés et des anneaux d'argent qui tintaient à chacun de ses mouvements, les yeux fixés sur elle, comme si rien d'autre n'existait. Face à eux se tenait Tamar Deep Voice, l'ancien spirituel, dont la voix grave donnait le rythme de la cérémonie. Anari ne comprenait pas tous les mots, mais chacun d'entre eux la bouleversait, comme si la terre elle-même la reconnaissait. Parmi les personnes présentes se trouvait Ottar Windermere, dont la présence surprit autant les soldats que les Patch. Ce n'était pas un geste anodin. Leur présence déclarait que cette union n'était pas un scandale, mais un symbole digne de respect. Il avait même amené Neighbor Skychant, un photographe militaire, pour immortaliser ce moment. Les images, publiées plus tard dans les journaux territoriaux, firent une sensation. Une femme blanche épousant un chef apache sous le soleil du désert. Une preuve en noir et blanc que la coexistence n'était pas un rêve, mais bien une réalité. Quelques semaines plus tard, alors qu'Anari s'habituait à sa nouvelle vie, une lettre arriva. Elle portait le cachet qu'elle reconnut immédiatement comme étant celui de Barack Flinber, son père. Elle hésita avant de briser le sceau, les mains tremblantes, mais Tagmir lui fit signe de la lire. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul paragraphe écrit de la main même de Barack. « J'ai été informé de ton mariage légal avec le chef Apache. Les autorités territoriales le reconnaissent comme valide en vertu de la loi fédérale. Bien que cela me cause une profonde honte de l'admettre, je comprends maintenant que j'avais tort. J'ai eu tort de croire que je contrôlais ta vie, tort de te considérer comme un bien et non comme une femme. Je ne mérite pas ton pardon. Je reconnais seulement mes défauts et j'espère que tu as trouvé le bonheur, même si c'est en dehors du monde que j'avais imaginé pour toi. Ta mère veut ce qu'il y a de mieux pour toi, même si elle ne peut pas le dire à haute voix. Si jamais tu décides de me pardonner, que ce soit pour avoir reconnu ce que j'aurais toujours dû savoir. Ton père, Barack Flinber. Anari l'a lu 3 fois. À la 3e lecture, ses larmes coulèrent enfin, non pas amères, mais douces, comme une purification de l'âme. Elle pleura pour ce qui ne pourrait jamais être réparé, pour ce qui avait été compris trop tard, et pour la grâce tranquille de savoir que son père avait essayé de changer. Takmir lut la lettre sans dire un mot, puis la plia soigneusement et la rendit.
Que vas-tu faire de cette lettre? Demanda-t-il. Je vais la garder, répondit-elle doucement. Non pas comme une blessure, mais comme la preuve que même les cœurs les plus durs peuvent changer, que la compréhension est peut-être une forme de pardon. L'année promise par Ottar Windhammer s'écoula dans une paix tendue. Il y eut des disputes, des moments difficiles, des coupes de feu lointains occasionnels. Mais la guerre que tout le monde redoutait ne vint jamais. Et malgré tout, Anari restait le souvenir vivant que la paix, aussi fragile soit-elle, pouvait perdurer. Au printemps, elle donna naissance à un garçon aux yeux clairs et aux cheveux foncés de Takmir. La tribu le nomma Arel Sun Shadow en l'honneur du frère décédé de sa mère, et Renak Cloudside, un nom donné par le guide spirituel qui signifiait eau forte, celle qui peut se frayer un chemin, même à travers la pierre. Lorsque la nouvelle se répandit, elle se propagea à travers le territoire comme une traînée de poudre. Les journaux qui avaient autrefois appelé à l'extermination des Paches titraient désormais un enfant de 2 nations né dans le canyon de l'Arizona. À 6 mois, 3 femmes blanches, Sarah et Brightwind Airlie Featherstem, Raylan et Red Flower, rejoignirent les colonies Apaches à la recherche de ce qu'Anari avait trouvé. Au cours de sa première année, les conversations à la frontière avaient changé, non pas parce que la haine avait disparu, mais parce qu'il y avait enfin une histoire vivante qui prouvait qu'un autre avenir était possible. Fidèle à sa parole, Windhammer prolongea la paix à 2 ans, puis à 3. Anne-Marie devint traductrice et médiatrice entre les Apaches et les délégués fédéraux. Elle ne prit pas parti. Anne-Marie établit des ponts non seulement en traduisant les mots, mais aussi les cœurs, apprenant aux 2 mondes à s'écouter pour la première fois. Takmir Stormfang acquit une renommée non seulement en tant que guerrier, mais aussi en tant que leader capable de s'exprimer au-delà de ses frontières. Il continua à entraîner ses hommes. Jarek Richhawk, Bagran Thornpack et les autres étaient prêts à affronter toute tempête qui pourrait se profiler à l'horizon. Mais il apprit à privilégier les mots plutôt que la guerre. 5 ans après avoir fui sa cage dorée à Boston, Anari se tenait à nouveau au sommet de la crête du canyon, où elle et Takmir s'étaient rencontrés pour la première fois. En contrebas, le village s'était agrandi. Il y avait plus de tentes, plus de voix, plus de vie. L'air était imprégné de l'odeur du mesquite et de la pluie lointaine. Au loin, son fils, Arel Sunshadow, jouait aux côtés de Rena Cloudside, dont le rire cristallin résonnait parmi les rochers. Et Anari, la femme qui avait autrefois fui son mariage et qui était désormais une légende chuchotée dans 2 mondes, sourit enfin, comprenant qu'elle n'avait pas seulement survécu. Elle avait changé le cours de l'histoire. Au fond du canyon se dressaient des habitations solides, construites pour résister aux hivers rigoureux. La preuve que les Apaches ne se battaient plus seulement pour leur survie, mais planifiaient leur avenir. Ils étaient toujours confrontés à des préjugés, toujours aux prises avec le poids lent des lois fédérales, mais ils ne vivaient plus au bord du gouffre. Anari tenait le bras de Takmir Stormfang, sa main reposant sur la courbe arrondie de son ventre. À l'intérieur d'elle, son 3e enfant bougeait, une autre fille, destinée à porter l'héritage de sa mère et un nom apache qui honorerait la lignée ancestrale de Takmir. « As-tu déjà des regrets ?» demanda-t-il doucement, en passant son bras autour d'elle tandis que son regard balayait le désert infini. L'esprit d'Anari revint à la robe de soie en lambeaux qu'elle avait laissée dans la tente de Takmir, symbole de tout ce que le monde attendait d'elle. Elle se souvint de Barak Flinber, de la fureur et de la honte de son père, et de cette vie raffinée qu'elle avait laissée derrière elle. Tous les jours, admit-elle dans un murmure, mais pas pour les raisons que tu imagines. Je regrette la douleur que j'ai causée à ma famille et la guerre que ma décision a contribué à déclencher, mais la décision elle-même n'a jamais été mûrement réfléchie. Je ne peux pas regretter la femme que j'étais, car c'est elle qui m'a amené ici, et je ne peux pas regretter la femme que je suis aujourd'hui, car grâce à elle, je suis libre. Takmir la tourna doucement vers lui, prit son visage entre ses mains et lui caressa la joue avec une tendresse qui parvint encore à la désarmer. « Tu as fait de moi un homme meilleur, » murmura Anari, « plus patient, plus disposé à imaginer un avenir où nous ne sommes pas les ombres d'une nation mourante, mais une partie d'un monde qui a tenté de nous effacer. »« Et toi, Titi, » répondit-elle avec un sourire tremblant, « tu m'as donné le droit de choisir qui je suis. » Le vent transportait l'odeur du mesquite humide et de la poussière de la rivière,
alors que le soleil plongeait sous l'horizon. Le canyon s'embrasait de nuances dorées et violettes, le désert entonnant son chant éternel tout autour. Ce qu'ils avaient construit était improbable, scandaleux et réel. Ce n'était plus seulement le leur. C'était devenu quelque chose de plus grand, une promesse vivante qui s'étendait au-delà de la vallée. Anari était devenue sur cette terre comme une mariée terrifiée fuyant pour échapper à son sort, mais elle était restée pour faire une déclaration. Elle était devenue quelque chose que ni la société blanche ni la nation Apache n'avaient prévu. Une femme qui n'appartenait pas à un seul monde, car elle avait enfin appris à s'appartenir à elle-même. Son existence était un message inscrit dans le sable du désert. Que l'avenir ne devait pas nécessairement naître de la conquête ou de la soumission, que l'amour pouvait construire des ponts, même au-dessus des abîmes les plus profonds, qu'il pouvait défendre la vérité de chacun aux côtés de quelqu'un qui croyait en vous. Il pouvait changer le cours de l'histoire, non sans difficulté, non sans douleur, mais avec courage et conviction. Inari Firetrace n'était plus une fugitive fuyant son destin. Elle en était devenue l'architecte, un pont entre deux mondes, construit non pas sur le renoncement, mais sur la foi. Et ainsi, alors que le soleil disparaissait derrière les falaises rouges, elle savait que son histoire, l'histoire d'une femme qui avait défié son monde pour créer le sien, survivrait à tous les deux. Mais les mots qui ont clôturé cette journée n'appartenaient pas à l'histoire, mais à ceux qui les ont entendus. Merci de vous être joints à nous. Si cette histoire vous a touché, restez avec nous pour découvrir d'autres histoires vraies du Far West. Des récits qui rendent hommage à la résilience, à la tendresse et à l'esprit que Dieu a placé en ceux qui ont tracé la voie. Abonnez-vous, partagez, laissez-nous vos commentaires et revenez nous rejoindre pour parcourir cette terre sauvage. Merci.